Ce soir, tu pourrais choisir de rester ici. Je t'assure que je ne suis pas dangereux. Si tu le faisais, je trouverais peut-être des raisons de prolonger notre temps ensemble. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un de sa famille. Mais ce soir-là, sa sœur aînée m'a suggéré de rester. Quelque chose a changé. Il ne s'agissait pas seulement d'un toit pour la nuit. Il s'agissait de franchir une limite que nous n'avions pas anticipée. Qu'est-ce qui a suivi? En bref, tout a changé pour nous deux. Je ne m'attendais pas à croiser Anna Parker, la sœur de mon ex-frère, lors d'une promenade artistique en centre-ville. Je me promenais entre les petites galeries et les expositions temporaires pour un devoir. Les rues étaient illuminées de lumières blanches et chaudes, et l'air embaumait le parfum du café torréfié et de la pluie fraîche du début d'après-midi. Mon rôle ce soir-là était simple, prendre quelques photos et écrire un court article sur le renouveau des espaces artistiques locaux. Je n'avais aucune raison de m'attendre à quelque chose d'inhabituel. Pourtant, j'ai entendu sa voix. Ryan appelait Hannah Parker. En me retournant, elle était là. La sœur aînée de mon ex, à qui je n'avais pas parlé depuis notre rupture 6 mois auparavant. Et même avant cela, nos interactions se limitaient à des conversations polies lors de réunions de famille. La sœur de Brooks, celle qui semblait toujours avoir sa vie en ordre, semblait différente de ce dont je me souvenais. Bien que cela ne se voyait pas dans son apparence, elle dégageait une présence plus douce, ou peut-être était-ce simplement moi qui la percevais sans Brooke à proximité. Je répondis rapidement à Anna. « Ça fait un bail !» Elle s'approcha, les mains cachées dans les poches de son trench beige. « Tu travailles ?» J'acquiesçai légèrement, levant subtilement mon appareil photo. « Oui, je couvre un événement pour un reportage de voyage. » Son regard se posa sur la bandoulière de mon appareil avant de se tourner vers moi. « Tu as toujours eu l'œil vif, » remarqua-t-elle. « Comment ça va ?» Je savais que la question était tendancieuse, alors je choisis une réponse brève. Je ne peux pas me plaindre. Elle me rendit un sourire entendu. Je vois que tu es évasive. Je lui indiquai que j'habitais à l'autre bout de la ville, ce qui l'incita à dire « C'est là que tu vis encore, pour l'instant. » La pluie recommença, non pas une légère bruine, mais une forte averse qui força les gens à s'abriter sous des auvents ou dans des magasins. En guise de réponse, je me précipitai dans la galerie la plus proche, déversant de l'eau. Elle lissa ses cheveux mouillés en arrière, regarda la fenêtre où une pluie battante tombait en filets denses. « Tu n'essaierais pas de rentrer chez toi avec ça, si ?» demanda-t-elle. « Ce n'est que de la pluie, » dis-je. Mais elle savait que les rues de son quartier étaient vite inondées lorsque les canalisations étaient rebouchées. Elle hésita un instant, puis admit que son appartement n'était qu'à 10 minutes du mien. « Tu devrais passer la nuit ici, » suggéra-t-elle. Je la regardai, incertain. Non, ce n'était pas comme si elle m'invitait en terrain dangereux. Nous étions toutes les deux adultes. Cependant, elle était la sœur de mon ex, et pourtant une simple personne qui lui offrait un abri sec pour la nuit. Pourtant, il y avait quelque chose dans son ton qui rendait la proposition inhabituelle, pas vraiment délicate, mais pas non plus tout à fait désinvolte. J'ai failli refuser, mais en ressortant et en voyant la pluie torrentielle et la longue rangée de feux-stop dans la rue, j'ai accepté. J'ai hoché la tête brièvement, les remercié et les suivi jusqu'à son SUV aux subtiles senteurs de cèdre et de vanille. Le trajet était paisible, seul le bruit de la pluie battant le toit et le ronronnement du chauffage m'accompagnaient. Elle s'est enquise de mon travail, tandis que je lui posais des questions sur son studio de design. Elle venait de décrocher un important projet commercial, mais son ton laissait entendre qu'elle était plus fière de rénover une petite maison familiale pour une mère célibataire. En arrivant dans son allée, j'ai compris que c'était la première fois que je visitais sa résidence. C'était une petite maison de ville à la façade en briques, et une douce lumière filtrait par les fenêtres de devant. L'intérieur respirait la modernité tout en conservant une atmosphère chaleureuse, avec des lignes épurées, et de subtiles touches personnelles, comme un plaid vert foncé sur le canapé. Des livres soigneusement empilés sur une table d'appoint, et des photos encadrées de divers voyages exposés. Elle déposa son manteau sur un crochet, désignant la cuisine d'un geste, suggérant du thé, du café ou quelque chose de plus fort. « Le thé c'est bon », remarqua-t-elle en commençant à faire bouillir de l'eau. Je me retrouvai debout près du comptoir, admirant la petite plante en pot près de la fenêtre. « Tu es toujours aussi préparé pour les invités inattendus », commenta-t-elle avec une pointe d'amusement. Elle me lança un regard en coin, laissant deviner sa sélectivité en matière de compagnie.
Le bruit rythmé de la pluie contre la fenêtre emplissait la pièce tandis que nous discutions de divers sujets. Elle racontait des anecdotes de son récent voyage de design à Portland, tandis que je parlais d'une ville côtière que j'avais visitée le mois dernier. Parfois, nos regards s'attardaient trop longtemps, ni avec un certain charme, ni avec un certain désintérêt. Finalement, elle se leva et désigna les escaliers. Les chambres d'amis sont à l'étage, dernière porte à gauche. Des draps propres et des couvertures supplémentaires sont disponibles si besoin. Je montai l'escalier en bois et entendis un léger craquement sous moi. Elle s'arrêta sur le seuil, la main sur l'encadrement de la porte. « Ravi de t'avoir croisé ce soir, Ryan. » C'était agréable. J'ai hoché la tête subtilement, ne sachant pas quoi dire d'autre pour ne pas donner l'impression d'une analyse excessive. « Oui, » a-t-elle dit, et elle s'est attardée un instant avant d'adresser un léger sourire et de se diriger vers sa chambre. Je me suis installé au bord du lit dans la chambre d'amis, écoutant la pluie se transformer progressivement en un rythme plus doux contre les fenêtres. Incertaine pour le lendemain, je savais que cette soirée resterait gravée dans ma mémoire pendant un certain temps. Le matin arriva doucement et tranquillement, provoquant un bref moment de désorientation avant que la réalité ne revienne. Un carré de lumière pâle éclairait le mur de la chambre d'amis, accompagné d'un léger bruit d'eau résonnant quelque part dans la maison. La pluie avait cessé, laissant le quartier plongé dans ce silence paisible d'après-orage, où même les voitures semblaient un instant plus prudentes. La pièce, silencieuse et épurée, était ornée d'une photo noir et blanc, encadrée d'un phare sur le mur opposé, d'une commode basse ornée de quelques coquillages dans un petit plat en céramique et d'une clé. La lavande et la propreté imprégnaient subtilement les draps. La pièce semblait privilégier le confort à l'élégance. Je me suis lavé le visage. J'ai plié la couverture de rechange au pied du lit et j'ai descendu l'escalier. La cuisine était baignée de soleil, des grains de poussière flottant comme des confettis inertes. Anna se tenait pieds nus devant la cuisinière, vêtue d'un pull ample et d'un jean, les cheveux noués en chignon bas. Elle leva les yeux à mon entrée et m'adressa un sourire qui me fit me sentir accueilli plutôt que sauvé d'une situation difficile. « Bonjour. » Elle m'a fait remarquer que je faisais du bon café et des crêpes exceptionnelles, me conseillant de bien choisir. En riant, j'ai répondu que je prendrais les deux. Elle a ensuite versé du café dans une tasse solide et me l'a tendue, tout en retournant une crêpe sans effort. Un geste qui suggérait que ce n'était pas la première fois qu'elle s'y adonnait. J'ai siroté le café, laissant sa chaleur revitaliser mes neurones encore endormis. D'accord. Elle m'a demandé si c'était mieux que ce qu'elle espérait. J'ai répondu que sa chambre d'amis pouvait être dangereuse. Je pourrais inventer des excuses pour ne pas y aller à chaque fois. Elle est en ville ? Elle a souri subtilement et a hoché la tête, amusée sans être timide. Assurez-vous de trouver une excuse à chaque fois. Elle m'a dit qu'elle gardait une trace de tout. Nous avons dîné à la petite table près de la fenêtre, les plats chauds sous nos mains. Elle m'a demandé des nouvelles de la promenade artistique et si j'avais découvert quelque chose d'intéressant. Je lui ai parlé d'un sculpteur qui créait des scènes miniatures dans des bocaux en verre et d'un artiste qui utilisait de la terre de divers quartiers pour colorer ses peintures. Elle m'a écouté, comme si elle entendait parler de personnes qu'elle pourrait rencontrer plus tard et se lier d'amitié. À ma question concernant son atelier, sa réponse m'a stupéfaite. Elle a parlé d'une bibliothèque scolaire rénovée, avec un éclairage plus doux et des étagères basses pour la liberté de mouvement des enfants. Elle m'a parlé d'une cliente qui exigeait des surfaces d'un blanc immaculé, jusqu'à ce qu'elle démontre la beauté du bois naturel ornant les espaces. Je l'imaginais dans ces pièces, un point de mire serein, avec une vision pour chaque recoin. Notre conversation a erré autour de la tempête et des routes inondées, puis de la petite ville et des histoires qui naissent de simples commodités au fil du temps. J'observais son attention, la pause qu'elle marquait après ses questions, laissant place à des réponses réfléchies. Parfois, nos regards s'attardaient plus longtemps que d'habitude. Cela ne ressemblait pas à une mise en scène, c'était naturel, comme l'attraction gravitationnelle. Une fois la vaisselle débarrassée, je me suis levé pour aider à faire la vaisselle. Elle m'a congédié, me tendant néanmoins une serviette. Nous avons évolué sans accroc, échangeant assiettes et tasses, sans un seul choc. Une fois terminé, je lui ai suggéré de partir et de vérifier si mon véhicule avait été emporté par la tempête. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre, comme si elle attendait que le ciel décide pour nous. « Vous êtes libre de partir quand vous voulez.
a-t-elle dit. Mais j'ai une consultation près de la rivière dans 1 heure. Si vous avez besoin qu'on vous ramène à votre voiture, je peux vous y emmener. Ou vous pouvez vous joindre à moi pour évaluer mes choix de décoration et mes échantillons de carrelage. J'ai choisi de me fier à son jugement et de me méfier du service de bus après la tempête. Elle prit ses clés, je pris mon appareil photo, et nous nous aventurâmes dans l'air matinal parfumé de trottoirs humides et de feuillages fraîchement lavés. Notre trajet nous mena sur des routes où des fragments de ciel persistaient dans leurs flaques d'eau peu profondes. Nous parlâmes à peine, et il n'y eut aucune gêne. Une douce musique bourdonnait à la radio, un morceau apaisant sur fond de piano, qui reflétait la tranquillité du matin. Ma voiture fut notre première destination, arborant seulement des feuilles coincées dans les essuie-glaces, signe de sa survie. Je la garai sur une place de stationnement légale avant de retourner à son siège passager. Lors de la consultation, elle me présenta comme une connaissance de passage, un titre qui semblait approprié et un peu osé comparé à Quentin. Les clients formaient un duo vivant, dans un modeste bungalow, leur cuisine semblant livrée à toutes les attentes. J'observais attentivement Anna tandis qu'ils racontaient les détails de leur quotidien. Elle a posé des questions, laissant entendre qu'elle concevait un espace pour les personnes plutôt qu'un décor photographique. Lorsqu'elle a esquissé un aménagement simple pour une meilleure collaboration entre l'évier et la cuisinière, le couple a échangé des regards, comme s'ils s'étaient accordé 1 heure supplémentaire chaque jour. Plus tard, nous avons flâné à 2 pâtés de maison jusqu'à une boulangerie du coin, emplie d'odeurs de sucre et de beurre. Nous avons apporté des gobelets en carton jusqu'à un banc extérieur où Elatkol a étendu les jambes, légèrement inclinées, les yeux mi-clos, se prélassant au soleil. Je pensais que le design tournait autour des objets. Elle m'a répondu « Ces derniers temps, je crois que c'est la façon dont les gens habitent un espace. » J'ai acquiescé, ajoutant que c'est aussi ma vision de la photographie. Souvent interprétée à tort comme simplement ce que l'on capture à travers l'objectif. Il s'agit aussi de ce qui reste hors du cadre. Son regard a alors croisé le mien, non pas avec un intérêt désinvolte pour la conversation, mais avec une réelle curiosité. Qu'est-ce que Brooke n'avait pas saisi là-dedans ? Entre nous, elle a posé une question sans la moindre chaleur, une question que j'aurais pu éluder, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Nous ne parlions pas de quelqu'un qui n'était pas présent. Nous discutions ouvertement d'un sujet. Nous comprenions tous les deux qu'elle appréciait les moments qui ressemblaient à des instants. J'ai admis qu'elle n'appréciait pas toujours la vie associée à ces moments. Je ne la tiens pas responsable de vouloir plus, mais je ne pouvais pas être le plus qu'elle imaginait. Anna a hoché la tête, suggérant qu'elle s'y attendait. Elle ne s'est pas empressée de combler le vide quand le silence s'est fait. Lorsqu'elle a finalement pris la parole, son ton était modéré. « Tu as été gentil avec elle. » Elle ne s'en est pas aperçue. Mais moi, si. Je ne savais pas quoi en penser. J'ai pris une gorgée de café et j'ai jeté un coup d'œil dans la rue où un enfant tirait sur un chien qui avait décidé de passer la matinée à renifler un carré d'herbe. C'est étrange, comme une simple remarque de la bonne personne peut apaiser quelque chose qui vous tourmentait depuis des mois. Nous sommes retournés chez elle pour que je puisse récupérer mon manteau. Et à un feu rouge, son téléphone s'est allumé sur la console avec un nom familier. Elle y a jeté un coup d'œil, puis à moi, avant de laisser sonner sans répondre. J'ai maintenu le contact visuel. Inutile de lui expliquer ce qu'elle avait dit, ni même de me le demander. Au lieu de cela, elle a soupiré et a renversé la tête contre l'appui-tête. « Merci », a-t-elle murmuré. Elle a récupéré ma veste sur le dossier d'une chaise à la maison et a passé la bandoulière de mon appareil photo sur mon épaule. Je l'ai remerciée pour le lit, le thé, les crêpes et la tranquillité. Elle se tenait près de la porte, ses doigts effleurant le bord de la console, semblant se demander si elle devait partager ses pensées. J'avais toujours cru que nos discussions seraient passionnantes. Elle a concédé que nous n'en aurions jamais eu l'occasion. Cet aveu m'a surpris. Il m'a fait la même chose. J'ai fait remarquer que le moment était étrange. Elle a souri, suggérant que c'était sur la véranda. L'air était inhabituellement chaud pour la saison. J'ai promis de lui envoyer l'article dès sa publication, car il contiendrait des photos de la veille. Elle a exprimé son intérêt. En descendant les marches, je me suis arrêté, et j'ai fait face à Anna. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait pressé de rester la nuit précédente. Elle m'a regardé dans les yeux avec un léger haussement d'épaule. Car il pleuvait, et tu n'étais pas imprudent.
Il était minuit passé. Les routes étaient dangereuses, à cause du mauvais temps. Et tu semblais épuisé. Être gentil coûte moins cher que d'avoir des regrets. À toi de choisir celui qui te détend le plus, ou tous les deux. » J'ai ri et secoué la tête, comprenant ses inquiétudes. « Appelle-moi, si ta voiture ne démarre pas. » Elle m'a dit qu'elle connaissait un chauffeur de dépanneuse qui lui vouait une affection irrationnelle. Je lui ai assuré que je le ferais. Puis je suis allé à ma voiture et suis resté assis un moment, les mains sur le volant, réticent à démarrer. J'essayais de comprendre pourquoi ma poitrine se serrait d'une manière inhabituelle, non pas par inquiétude. C'était comme l'instant avant de déclencher un appareil photo, sachant que si je le faisais, le récit serait légèrement modifié. J'ai conduit jusqu'à chez moi, nettoyé l'appartement à fond, comme on le fait quand on a besoin de contrôler les choses, répondu à 3 emails qui auraient pu être traités plus tard, et décliné 2 offres d'emploi qui ne me plaisaient pas. Après le déjeuner, je suis allé au café de Liam. Il travaillait derrière le comptoir, se servant un long expresso, les sourcils levés, comme s'il avait une question en suspens. J'ai remarqué que j'avais l'impression d'être resté au sec pendant une inondation. Il m'a regardé avec suspicion et m'a posé une question du même genre. Nous nous sommes assis sur des tabourets près de la fenêtre pendant qu'il dévorait un croissant comme s'il lui avait fait du tort. Je lui ai raconté brièvement la soirée. Il a sifflé un seul coup, doucement, amusé. « Vous êtes certain que c'est le chemin que vous souhaitez emprunter ?» Il ne demandait pas de verdict, mais simplement une vérification cartographique. Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas encore de chemin défini, mais que notre discussion semblait s'appuyer sur des bases complexes. Il a hoché la tête, me suggérant de rester vigilant et d'avancer à un rythme qui me soit accessible. Avant de partir, il m'a fait signe. « Si tu fais ça, fais-le bien, sans demi-vérité ni faux-semblant. » Je n'ai fait aucune promesse, mais j'ai sous-entendu à la fois rien et tout, et je suis retourné à l'après-midi. Les 2 jours suivants se sont déroulés sans incident. J'ai retouché mes photos, envoyé un message et rendu un objectif emprunté. Le 2e soir, Anna m'a envoyé par SMS une photo de 3 échantillons de carrelage posés sur un plan de travail. Gris pâle, sable chaud et un vert qui me rappelait les feuilles du début du printemps. « Lequel respire ?» a-t-elle écrit. J'ai scruté la photo plus longtemps que nécessaire pour du carrelage et j'ai répondu. Le vert semble avoir soif d'être touché. Elle a acquiescé d'un simple mot. La conversation s'est poursuivie et elle m'a demandé un lien vers un reportage photo. Vous avez noté ma question sur la réaction du duo du bungalow au déplacement du lavabo. Elle a répondu par un emoji représentant un rire et un commentaire sur la diplomatie et l'esthétique coexistant avec la concession dans un même espace, sans que cela paraisse artificiel ou insistant. Vendredi, alors que nous marchions vers le coucher du soleil, elle m'a appelé. Sa voix avait la clarté usée de quelqu'un qui avait accompli beaucoup, mais qui portait encore un fardeau. Elle a mentionné qu'elle devait aller chercher des échantillons chez un vendeur en périphérie de la ville, me demandant si je souhaitais me joindre à elle. Avant même que je réponde, j'ai attrapé mes clés. Nous avons navigué, fenêtres ouvertes, le soleil couchant, illuminant les bâtiments d'or. Elle m'a raconté l'histoire d'un client qui rêvait d'un mur de photos de famille, mais qui détestait tous ces cadres. En réponse, j'ai raconté ma rencontre avec un pêcheur, qui refusait d'être photographié si je n'acceptais pas de l'imprimer et de lui rendre la photo. Fidèle à ma parole, je l'ai fait, et il l'a déposée dans sa cuisine, à côté d'une horloge qui avait toujours du retard. Elle a ri, puis est restée silencieuse un instant. Plus tard, elle m'a avoué que cette nuit où tu étais resté était un jeu d'enfant. Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelque chose avait été aussi simple. J'ai laissé ces mots persister. J'ai compris ton insinuation. J'ai remarqué son léger hochement de tête du coin de l'œil. Arrivé chez le vendeur, nous avons chargé 2 conteneurs à l'arrière et sommes restés un moment sous la douce lumière. L'air était empli d'un parfum d'herbe fraîchement coupée et d'une douce odeur émanant d'une boulangerie voisine qui fermait pour la nuit. Elle s'appuya contre le pare-choc de la voiture, son regard s'attardant sur moi, comme si elle se demandait si elle devait révéler une vérité susceptible de bouleverser l'atmosphère autour de nous. « Ryan, dit-elle, je ne veux pas mettre le désordre ni être blessante, mais je ne veux pas non plus tromper. Je n'apprécie pas ta compagnie. » Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste de l'honnêteté.
J'ai acquiescé, précisant que moi aussi, je détestais mettre le désordre. J'ai mentionné combien le silence était agréable quand nous étions ensemble et combien notre maison me donnait envie de m'asseoir et de rester. Elle expira lentement, puis tapota doucement le haillon du camion comme pour nous donner un rythme. « Bien, dit-elle. Alors avançons lentement. Soyons prudents, les uns envers les autres, pendant notre voyage de retour. Le ciel est passé d'un orange vif à un bleu profond et serein, évoquant des conversations chuchotées. Arrivée dans son allée, elle s'est arrêtée, avant de couper le moteur. Son regard a oscillé entre la lumière de sa véranda et moi. « Si jamais tu as besoin d'un endroit où dormir, m'a-t-elle dit, pas besoin d'une tempête comme excuse. » Un sourire a commencé à se dessiner sur mon visage, que je n'ai pas pu réprimer. J'ai salué sa gentillesse. Elle a hoché la tête, puis a récupéré une modeste boîte ornée d'un humble ruban sur la banquette arrière. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait de viennoiseries supplémentaires de la boulangerie pour la route. J'ai accepté, et je suis sorti sur la véranda. La lumière de la véranda projetait un doux halo autour de son visage. J'avais envie d'exprimer quelque chose de profond, mais j'ai préféré l'honnêteté. La nuit dernière, ai-je affirmé, ce n'était pas une erreur. Ses yeux se sont adoucis à mes mots. Non, a-t-elle précisé, ce n'était pas une erreur. La boîte en main, je suis retourné à ma voiture, emporté par une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était ni de l'euphorie, ni de l'excitation. Une chaleur constante, rappelant la lueur d'une pièce éclairée, m'a accueilli à ton arrivée. Une chaleur inattendue dans notre maison. Dans la boîte que j'ai découverte, 2 viennoiseries étaient non dissimulées, l'une sucrée, l'autre glacée. La viennoiserie brillante a trouvé son chemin jusqu'à ma bouche au-dessus de l'évier, suivant une habitude adolescente. L'autre, je l'ai savourée au petit déjeuner. Installé à mon bureau, quelques mots ont coulé, destinés à être utilisés plus tard. Une porte peut s'ouvrir sous l'effet du vent, ou rester fermée grâce à un individu perspicace qui choisit de ne pas vous laisser rebrousser chemin dans la tempête. La semaine qui a suivi la tournée de la boulangerie a été comme une marée calme qui nous rapprochait, sans que son approche ne soit un spectacle. Nous avons échangé des messages sporadiques tout au long de la journée. Une photo de la lumière matinale sur mon bureau. Un instantané de votre atelier rempli d'échantillons, semblable à un arc-en-ciel tamisé. J'ai partagé une citation d'un livre de voyage sur les lieux qui vous font respirer différemment, à laquelle vous avez répondu en répétant que les bonnes chambres partagent cette qualité. Il n'y avait rien de gênant là-dedans. Sans effort et pourtant méticuleux, une combinaison inhabituelle à laquelle j'ai eu du mal à ne pas trop réfléchir. Ma tentative a presque échoué mardi. Elle m'a demandé si je pouvais passer dans une maison de ville où elle terminait un projet. Les habitants devaient emménager samedi, et elle avait besoin des dernières photos pour son portfolio. J'ai assemblé mon objectif grand angle et me suis rendu sur place en fin d'après-midi. La résidence se dressait sereinement dans une rue tranquille, bordée d'arbres centenaires formant une arche de verdure. À l'intérieur, une odeur de peinture fraîche et de nettoyante au citron flottait partout. Anna parcourait les pièces avec du ruban adhésif bleu pour signaler les petits défauts invisibles aux autres. Je l'accompagnais avec mon appareil photo, capturant la lumière glissant sur le parquet en chêne et la subtile nuance du ciel sur la crédence de la cuisine. Au début, nous avons travaillé en silence. Je m'agenouillais, montais et m'ajustais, laissant les pièces dicter leur vue. Elle observa attentivement tandis que je manœuvrais mon équipement, rappelant une mise au point familière. Après avoir examiné un instantané, je baissai l'appareil et elle s'approcha, ses cheveux effleurant mon bras. Une vibration subtile me fit comprendre que mon sang-froid n'était pas aussi intact que je le croyais. Elle s'attarda à proximité, s'interrogeant plutôt sur l'impact de la perspective sur la longueur perçue du couloir. Je confirmai son effet allongeant. Nous scrutâmes l'écran miniature, tel des observateurs des variations météorologiques. Lors de notre brève pause, nous nous perchâmes sur les marches nues, avec des tasses de thé achetées au magasin du coin. Elle me raconta l'histoire déchirante des propriétaires, qui avaient perdu leur première vente pendant la ruée printanière. Ils avaient y failli abandonner. Cependant, elle les rassura, en leur disant que la patience les mènerait à la maison idéale.
J'admirais son engagement envers de telles promesses. Sa curiosité l'amena à s'interroger sur mon goût pour les récits de voyage. J'ai expliqué que ce travail me permettait d'être curieux, sans être un cambrioleur. J'ai mentionné mon affection pour les détails mineurs d'un lieu, comme ce restaurant où la serveuse reconnaît tout le monde par son nom. Il y a une fresque qui ne s'anime que lorsque le soleil la frappe à 16 heures. Son téléphone vibra entre nous. Elle regarda l'écran et se figea, sans être surprise ni détendue. J'ai reconnu Brooke. Elle baissa le son de l'appareil et laissa échapper un soupir qui n'était ni un rire, ni un gloussement. Elle choisit de ne pas répondre. Elle prit une gorgée de thé et regarda le couloir par-dessus moi, comme si elle pouvait entrer dans une pièce où le téléphone était inexistant. Je restai silencieux. Le silence s'installa un instant avant qu'elle ne commence à parler spontanément, comme on le fait lorsqu'un événement important se produit. Elle a dit « Avant que les choses ne deviennent plus complexes, sachez que Brooke et moi ne sommes pas ennemis, mais nous ne sommes pas non plus vraiment amis. Nous avons grandi dans la même maison et avons tiré des leçons différentes des mêmes expériences. Elle a appris à agir vite et à se faire remarquer. J'ai maîtrisé le silence et évité les craquements de plancher, ce qui nous a parfois été bénéfique, mais aussi coûteux. Et puis, il y a toi. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'une vieille blessure se rouvre à cause de moi. Elle n'était pas d'accord. Voici ma version des faits, a-t-elle dit. Je t'ai observé interagir avec elle pendant 3 longues années, mais je ne t'ai jamais vu chercher à capturer une pièce entière. Tu visais plutôt de brefs instants. Il m'a fallu un certain temps pour saisir pleinement cette vérité. Je ne te dis pas cela pour t'accabler, mais si nous continuons comme ça, nous devrions être conscients des endroits où les fondations risquent de s'effondrer. J'y ai réfléchi un moment. Le silence dans notre maison vide résonnait d'un écho étrange, quelque chose qu'on n'entend que dans un nouvel environnement. J'ai avoué que je ne voulais pas rester caché. J'ai clairement fait comprendre que je ne souhaitais pas être un instrument. Je souhaitais plutôt être humain. Elle a choisi moi, non pas par besoin de prouver quoi que ce soit, mais par désir. Elle l'a reconnu, le regard fixe, puis m'a confié qu'elle devait informer Brooke de notre temps partagé, non pas par approbation, mais parce qu'elle en avait assez de tourner autour du pot. La phrase est restée en suspens entre nous, aussi claire qu'une cicatrice qui se refermerait si nous la laissions faire. Nous avons terminé la séance photo avant la tombée de la nuit, emportant ses derniers repères jusqu'à la voiture pour le retour. Elle a coupé la radio et a promis d'en parler à Brooke le lendemain. Elle avait l'intention de la retrouver dans un café qu'elle appréciait, car ses chaises étaient attrayantes et le personnel connaissait sa commande habituelle. Son sourire était dépourvu de malice, mais il y avait de la curiosité dans son regard lorsqu'elle m'a regardé. La question était évidente, même si elle n'était pas formulée. Elle m'a remercié pour ma promesse de disponibilité si elle avait besoin de solitude pour l'introspection, puis a hésité sur le levier de vitesse avant de partir ce soir-là. Le sommeil s'est avéré difficile à cause d'un inconfort, sans rapport avec les oreillers, tandis que mes pensées vagabondaient dans une pièce étiquetée, possible, incertaine des issues. J'ai passé mon temps à retoucher des photos jusqu'à ce que leur lueur bleutée ressemble à l'aube. Les premières lueurs m'ont incité à préparer du café et à griffonner des notes sur la maison de ville, alors que les détails étaient encore nets. 4 images ont été partagées avant d'éteindre l'écran du téléphone pour éviter de le consulter constamment. Sa réponse est arrivée dans l'après-midi, suggérant un déjeuner à 13 heures, avec la promesse d'un appel plus tard. Le temps, entre son message et le déjeuner, s'est allongé, s'étirant comme le temps lorsqu'il met la patience à rude épreuve. Je suis allé au café de Liam pour m'occuper les mains. Il m'a tendu une tasse, attendant patiemment. « Tu m'as fait part de ton plan. » Il a posé sa tasse et m'a déconseillé de répéter mon texte. Il a affirmé qu'Anna avait sa propre voix et que je n'avais pas besoin d'imiter la sienne. Il avait raison, et cela m'a agacé, comme souvent la simple vérité. À 13h40, elle a appelé. Je suis sorti, le dos contre le mur. Son salut était franc, mais une voix grave se faisait entendre. Elle m'a informé qu'elle avait dit à Brooke que nous passions du temps ensemble. Elle avait été directe et sans se mettre sur la défensive. Brooke était restée silencieuse un moment avant de me demander si j'étais là avec elle, ce qui n'était pas le cas. Brooke a fait des remarques acerbes, mais elles n'étaient pas mortelles. Elle a demandé si notre arrangement avait commencé pendant notre relation, ce à quoi Anna a répondu non, sincèrement. Elle a refusé d'en parler comme d'un scandale. Elle a affirmé qu'elle ne vivait plus comme ça.
Je lui ai demandé ce qu'elle ressentait. Elle a dit qu'elle se sentait à la fois tremblante et certaine. Elle a demandé si elle pouvait venir au studio dans 1 heure. J'ai accepté. J'ai accéléré le pas et je me suis rendu là-bas plus rapidement que nécessaire. Je lui ai ouvert la porte, révélant un jour gravé sur ses traits, mais elle est restée les yeux secs et résiliente. Elle était la compagne idéale dans les moments difficiles, et il m'est venu à l'esprit qu'elle avait récemment rempli ce rôle pour elle-même. J'ai infusé du thé parce que son importance est souvent surestimée et sous-estimée à la fois. Nous nous sommes installés sur des tabourets près d'une longue table chargée d'échantillons. Elle a partagé les mots qu'elle avait besoin de prononcer, tout en gardant le reste privé. Ce que j'ai honoré, puis elle se tut, regardant le mur où sa propre œuvre d'art l'ornait. J'ai toujours été celle qui s'imprègne, confie-t-elle, mais aujourd'hui je ne l'ai pas fait. J'ai exprimé ma fierté à son égard et j'ai senti ce sentiment grandir en moi avant même que je puisse en contempler le poids. Son regard n'a pas hésité pendant que je lui exprimais mes sentiments. Merci, répondit-elle sans hésitation. Elle a ensuite saisi ma main, ni lentement ni dramatiquement, juste assez pour que je comprenne bien sa position. Nous sommes restés ainsi, jusqu'à ce que la bouilloire émette un nouveau clic, même si nous ne l'avions pas remise en marche le lendemain. J'avais un shooting dans une petite salle de concert pour un reportage sur les scènes de quartier. Je lui ai proposé de venir après le travail. Elle a accepté. La salle était en briques, illuminée par des guirlandes lumineuses, et la scène était légèrement surélevée. Pendant la balance, une chanteuse à la voix de fumée a traversé une bâche, forçant tout le monde à lever les yeux de leurs verres. J'ai pris des photos en essayant d'éviter de capturer la vérité crue. Hannah se tenait au fond, les bras croisés, observant les mouvements de la chanteuse. Entre 2 chansons, elle se penchait et disait qu'elle adorait les salles où le monde extérieur devait attendre son tour pour sortir. Nous avons emprunté une rue latérale pour éviter la foule et nous sommes retrouvés dans une ruelle étroite ornée d'une fresque florale qui avait envahi le mur. Là, elle s'est arrêtée et a savouré tout le spectacle. La ruelle était silencieuse. Sa voix résonnait doucement, reflétant nos paroles. Elle avouait se sentir plus légère que prévu après notre discussion avec Brooke. Elle a reconnu ne pas être naïve, comprenant les vagues imminentes. Elle m'a demandé si j'étais préparé à de tels effets. J'ai répondu par l'affirmative, précisant que je ne cherchais ni permission ni absolution. Je recherchais une véritable opportunité. Après avoir retenu son souffle pendant plus d'une journée, elle s'est rapprochée et a posé son front contre le mien. Ce n'était pas un baiser, c'était l'instant qui le précédait, puissant à sa manière. Quand nous nous sommes embrassés, c'était tranquillement et sincèrement. Un baiser peut parfois précipiter les choses, celui-ci non. Nous étions restés près de la fresque lorsque son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, fronçant légèrement les sourcils. Un message de Brooke, un simple emoji lion, suggérant une autre discussion le lendemain. Simple, sans pression ni exigence. Hannah rangea son téléphone et resta immobile, choisissant de ne pas laisser filer l'instant malgré l'intrusion du monde extérieur et l'attention qu'il exigeait. Le lendemain, Hannah retrouva Brooke. Je ne m'y invitais pas. Ce n'était pas ma place attitrée. J'ai préféré emprunter le long sentier qui longeait le réservoir. Une rangée de canards traçait gracieusement un chemin immaculé à travers les eaux calmes. Quand mon téléphone a sonné, je me suis arrêté sous un saule et j'ai répondu. La voix de Brooke était plus calme que la veille. Elle m'a informé qu'elles avaient d'y parler pendant 1 heure. Ce n'était pas la tranquillité, mais ce n'était pas non plus un conflit. Brooke avait demandé de l'espace, et Hannah avait reconnu son besoin. Il y avait eu un bref instant où de vieilles habitudes avaient menacé de diriger leur conversation vers un terrain familier et conflictuel, qu'elles avaient réussi à éviter en interrompant l'échange, et en refusant de poursuivre la phrase potentiellement préjudiciable. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner chez moi, dans un simple plat de pâtes et une bouteille de vin rouge, que je gardais pour un jour propice. Elle est arrivée avec une boîte d'olives et un sourire las que je voulais préserver. Un sourire las que je souhaitais préserver de toute chute potentielle. Nous avons dîné sur le canapé, nos assiettes en équilibre sur nos genoux. Nous avons regardé un documentaire de voyage, où l'hôte manifestait une profonde affection pour chaque rue qu'il arpentait. Un sentiment qui m'a résonné, tandis que nous débarrassions la vaisselle et la placions dans l'évier. L'air du soir s'infiltrait dans l'appartement par la fenêtre légèrement entrebâillée,
tandis que nous étions assis, épaule contre épaule, à partager nos histoires du passé. Elle s'est souvenue de sa grand-mère, lui apprenant à coudre des lignes droites sur du tissu usagé. Et j'ai raconté ma première commande photo rémunérée pour un magazine, et comment j'avais feint la nonchalance. Nous avons ri de la futilité de la tromperie, car ceux qui nous connaissent vraiment ne sont jamais dupes. Plus tard, alors que l'appartement était suffisamment calme pour que l'on puisse entendre le bourdonnement lointain de l'ascenseur de l'immeuble voisin, elle avoua ses craintes. Elle ne considérait pas cela comme un aveu. Elle l'a dit comme s'il s'agissait d'une vérité indéniable que nous devions examiner ensemble. Elle craignait de faire du mal à sa sœur. Elle craignait également que la ville interprète mal notre récit et commette une erreur de jugement. De plus, elle craignait de développer des sentiments pour moi si rapidement et les conséquences potentielles d'un nouveau tremblement de terre. J'ai aussi avoué mes craintes, reconnaissant que, même si je l'appréciais, ce côté-là me rassurait plutôt que de me terrifier. Mes inquiétudes portaient sur notre conformité aux attentes de la société et notre rapetissement. J'avais aussi peur de négliger nos propres besoins au milieu de ce vacarme et de voir de vieilles blessures s'enflammer involontairement. C'est là, sur le canapé, que nous avons décidé d'avancer prudemment. Nous avons choisi l'honnêteté, sans dissimulation ni faux semblant. Si nous commencions à jouer devant un public non rémunéré, nous nous interpellerions mutuellement. Au bout de 2 jours, le premier problème est survenu. J'étais chez Liam quand Brooke est entrée. Nous nous sommes vus simultanément. Elle semblait en bonne santé, mais épuisée, une véritable fatigue. Elle a commandé du thé, avant de s'approcher de ma table et de demander à nous rejoindre. J'ai accepté, et nous avons discuté travail et météo pendant 2 minutes superflues. Puis la conversation est devenue sérieuse. Nous nous sommes regardés tous les deux avec attention. Elle a admis qu'Anna l'avait informée de sa question concernant mon intention de lui faire du mal. J'ai nié, affirmant que je n'avais pas planifié cela, ni eu l'intention de lui faire du mal. J'ai avoué que je n'allais pas feindre l'ignorance face à la situation actuelle. Après un long silence, elle a hoché la tête, signifiant qu'elle n'obtiendrait aucun gain en discutant. Elle a demandé de l'espace. J'ai dit que je le lui donnerais. Elle m'a remercié pour mon honnêteté et n'a pas touché à son thé. Liam est entré avec un torchon, usant de son sarcasme subtil habituel comme pour détendre l'atmosphère. Il a affirmé que j'avais géré la situation. Cependant, je ne me sentais pas manipulé, mais plutôt comme quelqu'un qui avait choisi une voie et qui était maintenant de l'autre côté. Ce soir-là, Anna et moi étions assis sur les marches de sa maison, une couverture sur les genoux, rappelant une future photo que nous reverrions. J'ai parlé du café. Elle a parlé d'un texto d'un cousin qui avait entendu quelque chose et m'a demandé s'il y avait quelque chose d'important à entendre. Elle a répondu avec une version des faits qui n'appelait aucun commentaire. Nous n'avons pas cherché à nous remonter le moral. Au lieu de cela, nous avons laissé la journée être ce qu'elle était. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, elle m'a suivi jusqu'au trottoir et est restée là, comme si elle méditait une dernière pensée. Puis elle a saisi ma main une fois avant de dire « Merci d'être resté là où tu as dit que tu te tiendrais. » Elle m'informa que je n'avais pas bougé d'un pouce, répondit-elle avec un sourire courageux et soulageant. La rue restait calme. Un aboiement de chien lointain résonnait à 2 pâtés de maison, tandis qu'une mélodie d'un été oublié jouait à la radio. En rentrant chez moi, fenêtres ouvertes, j'eus l'impression que le récit venait de tourner une page, non pas grâce à un rebondissement, mais à un choix délibéré. La semaine suivante se déroula comme une succession de choix, chacun subtilement livré dans des enveloppes silencieuses, aucun particulièrement dramatique, mais poussant l'histoire dans des directions difficiles à Lipcharty à inverser. Anna et moi respectâmes notre accord, avançant avec prudence, parlant franchement, évitant dissimulation et faux semblants. Cela n'entamait pas la curiosité du monde. Au contraire, cela favorisait un regard plus constant le lundi matin. Après 7 heures, elle envoya un message. Un café plus tard, où tu es en train de réviser. Je répondis que je pouvais me retrouver à 11 heures près du parc. À mon arrivée, elle était déjà là, assise sur un banc sous un érable, 2 tasses à emporter à la main. Elle m'en a offert un et m'a demandé si je m'étais reposé. Tu as parlé du sommeil qui masque le repos, n'étant qu'un cortège de pensées déplaçant des meubles. Elle a ri,
fatiguée mais réconfortée, puis a révélé quelque chose d'important. Ses parents arrivaient pour le week-end. Une cousine organisait une petite fête d'anniversaire pour leur père, et elle t'avait invité. Un autre message suggérait que je ne serais pas présent. Anna a observé ta réaction en disant cela. L'orgueil t'a rapidement pris, mais tu l'as réprimé. Tu lui as dit que tu n'irais pas, lui proposant de venir la chercher plus tard si elle souhaitait prendre l'air et un espace sans attente. Elle a hoché la tête. La détente s'est répandue sur ses épaules, comme si on lui avait déposé un fardeau. Elle m'a demandé mon programme de la journée, car je ne l'avais pas vu porter quoi que ce soit. Je l'ai informée d'une séance photo à la bibliothèque municipale, qu'elle avait contribué à réaménager, avec des étagères plus basses et un éclairage plus doux pour les enfants. Ils organisaient 1 heure de lecture et avaient besoin de photos pour leur site web. La bibliothèque embaumait un parfum de papier et de moquettes fraîches. L'excitation illuminait son visage, comme à son habitude lorsqu'on évoquait ce projet. Elle m'a demandé de partager quelques photos, que j'ai accepté de lui envoyer. La lecture s'est prolongée à 2 heures, chacun hésitant à partir. Un jeune garçon, drapé dans un tricot rouge, s'est assoupi sur un livre, sa grand-mère lui lissant tendrement les cheveux. 2 enfants se disputaient à voix basse pour savoir qui aurait le droit de tenir le dragon en peluche. L'éclairage était doux et les expressions sincères, exigeant un minimum d'effort de la part de l'appareil photo. Plus tard, j'ai envoyé 3 photos à Anna et j'ai aidé à disposer les chaises. La directrice a partagé son point de vue sur l'influence de la décoration de la pièce sur les mouvements des enfants. Elle a dit que le véritable design est une touche réconfortante plutôt qu'une contrainte. Cette pensée m'a rappelé comment Anna avait saisi ce concept, insufflant un sentiment de pureté. Mercredi, un blog local a fait circuler une rumeur avec plus de ferveur que de faits. Il mentionnait mon nom, celui de Brooke et celui d'Anna d'une manière qui feignait une question mais impliquait un jugement. Le message s'est rapidement propagé dans le réseau informel de la ville, amplifiant un après-midi jusque-là calme. Liam m'a envoyé une photo par SMS avec un seul message. « Respire ». J'ai obtempéré, puis j'ai contacté Anna. Elle a répondu au 2e appel. Elle l'avait déjà reconnu. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude dans son ton, juste un humour las et une pointe de mélancolie. Elle a dit qu'elle ne nourrirait pas cette idée. Elle garderait le silence. Elle adapterait sa vie aux rumeurs. Je l'ai interrogée sur ses besoins. Elle a dit qu'elle souhaitait une période normale, quelque chose de concret et de bénéfique. Je lui ai parlé d'une réunion que la bibliothèque prévoyait pour le week-end, un mur de photos temporaires pour la salle de lecture. Je pourrais le monter d'ici vendredi, si je faisais des heures supplémentaires. J'ai suggéré que j'aurais peut-être besoin d'aide. Elle a indiqué qu'elle arriverait à 18h. Nous nous sommes retrouvés à mon studio avec des plats à emporter et une pile de tirages que j'avais sélectionnés parmi des photos précédentes, et avons conçu une composition de base, un tableau, 30 cm, représentant des personnes lisant dans cette salle à différentes heures de la journée. Pas d'expression faciale, pas de style élaboré, simplement la façon dont la lumière capture les individus lorsqu'ils oublient leur propre existence. Anna étala les tirages sur la longue table, les disposant comme des carreaux, jusqu'à ce que l'ensemble paraisse harmonieux. Pendant un moment, nous travaillâmes dans silence, collant, coupant, soulevant, créant un rythme qui nous enveloppait tous les deux, un peu comme 2 personnes s'enlaçant dans une danse. Il n'y avait pas de couplet différent d'une même mélodie. À un moment, elle tendit la main vers le même cadre que moi. Nos doigts se rencontrèrent et s'immobilisèrent, aucun ne se retirant. Puis elle reposa le cadre et reprit son travail. Nous terminâmes notre tâche vers 21h. Le mur était immobile, adossé à un panneau improvisé, serein et complet. Anna prit une profonde inspiration, une affirmation. Elle se tourna vers moi, et la pièce s'ajusta subtilement à mesure que la vérité se déploie, comme lorsque l'air devient honnête. Elle déclara n'avoir cherché l'approbation de personne pour être présente. Elle admit qu'elle en avait fini avec ce genre d'existence. Finalement, elle a bercé mon visage avec ses 2 mains et m'a embrassé, non pas un moment emprunté, mais un moment choisi. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons transporté la fresque à la bibliothèque avant son ouverture. La directrice, visiblement émue, nous a embrassés sans un mot. Plus tard, Anna a partagé l'image de 2 enfants riant en désignant leurs représentations respectives sur le mur. Elle a révélé avoir informé la directrice que la fresque était un cadeau, rendant ainsi inutile la pose d'une plaque.
Je lui ai répondu que c'était précisément le but. L'œuvre devait attirer l'attention sur les gens plutôt que sur nous. Friday est arrivé avec sa famille qui dans l'après-midi pour dîner avant de partir. Nous avions fait une petite promenade auparavant, et elle portait une robe bleu marine sobre qui semblait prometteuse d'embellir chaque pièce où elle entrait. Assise au sommet d'un muret au bord de la rivière, nous avons observé l'eau transporter brindilles et lumière. Elle a exprimé un sentiment de stabilité, puis a rectifié son propos en suffisamment stable. Sans poser de questions explicites, j'ai senti qu'elle voulait que je ne sois pas à la traîne. Je lui ai dit que je serais réveillé. Les heures qui ont suivi son départ m'ont semblé comme être coincé dans un aéroport sans horloge. J'ai essayé de lire, de retoucher des photos de la salle de concert et de nettoyer la cuisine. À 9h20, un SMS est arrivé, puis un autre à 9h40, m'invitant à partir. J'ai pris mes clés et me suis dirigé vers le restaurant. Elle se tenait près d'une jardinière sous une douce lumière jaune, sa veste nonchalamment drapée sur son bras. Ses épaules étaient tendues, son visage impassible par habitude. En me voyant, son calme était devenu sincère. Nous n'avons pas discuté avant d'être dans la voiture. De l'autre côté de la fenêtre, les gens riaient et attendaient buvant des covoiturages. Elle m'observait, puis s'est tournée vers moi, parlant lentement. La conversation avait été complexe, pas violente. Son père avait raconté une longue histoire de camping avec une tante qui fuyait, et sa mère avait posé des questions inquisitrices mais polies. Au début, Brooke était restée silencieuse, mais plus tard, elle a été claire. Elle avait besoin d'espace, mais ne souhaitait pas la confrontation. Elle réclama un peu d'espace, demandant à Anna si elle accepterait de l'inviter temporairement aux réunions de famille. Anna refusa une restriction ouverte, affirmant qu'elle y réfléchirait attentivement, mais ne promettrait pas de la réduire de manière significative. Son père acquiesça d'un signe de tête compréhensif après un long silence, tandis que sa mère orienta la conversation vers le nouveau-né d'une cousine. Après le dessert, tout le monde sembla d'abord manger une tarte avec urgence, puis confortablement. Elle conclut son récit, adossée au siège, les yeux humides et secs. Je pris sa main sur ses genoux, et nous restâmes assis en silence, la ville s'animant autour de nous, avec son mélange de tâches et de confort. Quand je la déposai, elle m'invita à entrer. Nous préparions du thé, parlant à voix basse. Certaines soirées sont propices à la conversation. D'autres nécessitent la compagnie paisible de quelqu'un qui ne se laisse pas décourager. L'année précédente, avant mon départ, elle avait semblé graver mes traits dans ma mémoire. Cette fois, cependant, j'allais l'affronter avec honnêteté, plutôt que par finesse et évasion. Ce week-end, la bibliothèque a organisé une petite journée portes ouvertes un samedi matin. Les familles sont arrivées par vagues, les enfants tirant leurs parents vers l'exposition de photos, leurs doigts collants pointant fièrement leur sélection. La directrice a mentionné qu'elle n'avait jamais vu la salle aussi animée un samedi. Un journaliste du journal local a pris une photo du mur et a demandé qui avait conçu l'aménagement. J'ai répondu que c'était la bibliothèque, ce qui était tout à fait exact. Anna est passée 1 heure au milieu de ses courses, debout à côté de moi avec une limonade, observant le mur accomplir sa tâche silencieuse. Certains nous ont regardés un peu trop intensément, considérant l'histoire qu'ils avaient entendue contre celle qui se déroulait sous leurs yeux. Nous les avons laissés observer. Nous ne nous sommes pas séparés, ni n'avons attiré l'attention pour des raisons théâtrales. Nous sommes restés simplement, enveloppés par le silence matinal. Plus tard dans la journée, un orage s'est approché, ses masses sombres s'approchant comme un plafond plus lourd que d'habitude. Hannah, depuis son atelier, a crié qu'une légère fuite s'était développée au-dessus du placard de rangement. Elle avait recouvert les échantillons de bâches, mais avait besoin d'aide pour déplacer une table de travail encombrante. En 10 minutes, j'étais là avec des serviettes et une échelle pour empêcher l'eau d'atteindre les tiroirs. Nous avons déplacé la table à travers la pièce, essuyé le sol et placé un seau sous la gouttière. La fuite a progressivement diminué pour finalement s'arrêter pendant l'orage. Nous sommes restés assis par terre, les genoux pliés, comme 2 étudiants découvrant un couloir vide. Elle a raconté son premier emploi important après ses études, dans le hall d'un hôtel où tout le monde hésitait à prendre des risques avant de le faire ensemble. J'ai moi aussi raconté une expérience lors d'un festival. Mon appareil photo a mal fonctionné pendant la première heure et j'ai dû emprunter un appareil jetable à une station-service pour continuer à immortaliser les instants. Nous avons ri de cette version de nous-mêmes qui croyait que demander au ciel le ferait coopérer. Quand la pluie s'est calmée, elle s'est levée.
et m'a tendu la main. « J'ai quelque chose à faire », a-t-elle dit. Elle est allée dans un coin et en a sorti un petit sac en toile. Elle en a sorti un cadre avec un simple passe-partout et une fine bordure en bois et l'a posé sur la table. Elle m'a regardé et m'a demandé si j'avais un tirage de la première nuit et à l'exposition d'art. Un jour de pluie, tout le monde s'est mis à l'abri. J'ai participé en sortant une petite estampe que j'avais faite moi-même en raison de son éclairage attrayant. Elle représentait une rangée de personnes regardant à travers une vitrine de galerie, tous les reflets se fondant sur une fine vitre. Elle a exposé l'estampe à hauteur des yeux près de l'entrée et a déclaré que c'était notre début, même si les autres l'ignoraient. Mon cœur s'est serré, non pas d'inquiétude, mais pour autre chose. Je me suis positionné à côté d'elle pour admirer la photographie à sa place appropriée, comme si elle avait attendu depuis le début. Dimanche, une décision différente a été prise. Un ami a demandé de l'aide pour organiser un petit événement caritatif dans un vieil entrepôt, nécessitant un éclairage supplémentaire, des rallonges et quelqu'un pour éclairer les œuvres d'art, sans écraser les couleurs. Nous avons uni nos forces, avec des ouvriers efficaces dans l'après-midi, transformant l'espace sans faire de bruit. Plus tard, un fusible a sauté et a plongé la moitié de la pièce dans l'obscurité. L'organisatrice avait l'air anxieuse, comme si un pont s'effondrait sous la circulation. Je me suis précipité au tableau électrique pendant qu'Anna réaffectait les lampadaires. Nous avons progressivement restauré la salle tandis que les rires refont surface, comme si quelqu'un avait partagé une histoire amusante. Lorsque les invités ont demandé qui avait sauvé la soirée, Anna a pointé du doigt les bénévoles et a déclaré que la salle s'était sauvée d'elle-même. Une femme au bar a mentionné mon nom et s'est demandé si j'étais le Ryan dont on parlait à voix basse pendant la semaine. Elle n'avait pas l'air malveillante. Elle afficha un ton inquisiteur, laissant entendre une leçon à retenir. J'ai suggéré que les rumeurs se propagent vite, que la vérité patiente, et que ni l'une ni l'autre ne convenait à ce moment précis. Puis je lui ai demandé si elle appréciait la musique. Elle acquiesça d'un signe de tête et partit, laissant la question sans réponse. Cela aurait peut-être causé moins de remous. Vers la fin de l'événement, Anna s'approcha de moi près des sorties arrière, où la brise était rafraîchissante. Elle semblait prête à franchir un seuil personnel. Elle m'exhorta à cesser d'aborder ce sujet avec prudence et à l'aborder comme une question de choix. Ensuite, elle me guida vers la directrice, une femme qui connaissait bien la ville et ses subtilités. Anna me présenta comme sa compagne sans utiliser d'étiquettes exigeant des éclaircissements. Elle n'adoucit pas son discours. Elle prononça quelques mots mesurés avant de se décaler pour ajuster la position de la lampe. Le directeur me toucha doucement l'épaule, indiquant qu'il comprenait le point crucial et prévoyait de le garder pour plus tard. Après l'orage, nous avons sillonné les rues humides et sombres. Les lumières de la ville scintillaient en longues traînées, et les essuie-glaces battaient en rythme. Un silence régna entre nous pendant un moment. Plus tard, Anna aborda le sujet. Avais-je reçu un message de son père, me demandant simplement si j'étais satisfaite. Elle avait répondu par l'affirmative, auquel il avait répondu par un simple point, sans me donner de conseils, un geste qu'elle considérait comme une bénédiction. Anna m'expliqua que cette réponse lui apportait la paix. Plus tôt dans la journée, j'avais parcouru l'affiche accrochée à son mur et retracé le cheminement émotionnel depuis cette journée pluvieuse jusqu'à notre trajet en voiture actuel. Chez elle, elle ne se comportait plus comme si c'était inattendu. Cela semblait plutôt être un choix. À notre arrivée, elle n'a pas saisi la poignée de la porte, mais s'est tournée pour scruter mon visage, ce regard qu'on utilise pour exprimer sa gratitude pour quelque chose d'indicible. Elle m'a dit de rester, d'une voix posée et calme, sans s'échauffer. La confiance tranquille dans son ton suggérait la fin d'une longue journée où l'on restait simplement immobile, comme promis. À l'intérieur, nous avons préparé le thé ensemble. Nous nous abstenions de boire, parcourant la maison avec une familiarité communicative, comme si nous possédions tous deux le plan interne de son système électrique. Le rythme était calme, et l'atmosphère, loin d'être éphémère, respirait une tranquillité méritée. Le début d'un chapitre méticuleusement écrit. À l'aube, le bruit d'un camion poubelle et des oiseaux annonçant le jour emplissait l'air, me réveillant prématurément. Je regardais la lumière pénétrer les recoins de la pièce, tandis qu'Anna dormait, la main posée sur ma poitrine. À son réveil,
Elle sourit d'un air qui éclairait le but des jours à venir. Nous préparâmes le café et brûlâmes la première fournée de toast avec indifférence. Son rendez-vous à 10 heures et mon échéance à midi approchant à grands pas. Nous nous tenions sur le seuil, tels des passagers attendant leur train, conscients que la vie allait bientôt reprendre son cours. Pourtant nous comprenions aussi que nos chemins allaient dans la même direction. Avant mon départ, elle m'accompagna jusqu'à la véranda. Le quartier restait calme, les fissures de la rue luisant encore sous la pluie. Elle me serra la main, et me dit que c'est là que la peur prend souvent le dessus. Mais elle hocha la tête et sourit, niant que ce soit le cas pour elle ou pour nous. Je la serrai une fois de plus avant de lui promettre de la revoir plus tard, et elle disparut à l'intérieur pour récupérer ton sac d'échantillons. Je m'engageai dans la rue, ressentant un calme serein, qui n'effaçait pas les problèmes, mais savait les supporters. La journée s'ouvrit comme une porte ouverte, et je la franchissais, conscient que nous avions franchi une frontière que nous n'avions pas l'intention de retracer avant la fin de la semaine. L'atmosphère entre nous ressemblait moins à l'incertitude qu'à la compréhension mutuelle au fil des jours. Malgré quelques moments où je m'arrêtais pour évaluer la situation, m'assurant que tout cela n'était pas un rêve, et que j'avais besoin de me justifier plus tard, c'est un mercredi matin qu'Anna m'appela, renonçant à me saluer. Elle m'a demandé si j'étais disponible pour l'accompagner chez un client, car le projet tant attendu sur lequel nous travaillions tous les deux touchait à sa fin. Elle a exprimé le besoin d'une personne partageant son sens du détail, comme en témoignait son enthousiasme. J'ai pris mon sac photo et me suis aventuré dans un loft urbain, en plein cœur de la ville. Un lieu digne d'une couverture de magazine s'il était aménagé avec art. Anna, vêtue d'un jean et d'un pull léger, les cheveux attachés, le regard scrutant les meubles et luminaires sur mesure, me guidait telle une conservatrice de musée. Chaque recoin exprimait une utilité, chaque finition racontait sa propre histoire. Je gardais mon appareil photo prêt, capturant les mains d'Anna, se déplaçant subtilement sur un plateau de table, un design qu'elle avait elle-même créé. La lumière du soleil illuminait l'espace exactement comme prévu, provoquant chez elle un sourire plus profond. Nous nous sommes finalement installés sur une banquette inachevée près de la fenêtre, sirotant un café acheté à l'épicerie du coin. Elle m'a avoué qu'il lui semblait étrange de conclure un projet qui avait occupé une place importante dans son quotidien pendant si longtemps. Je l'ai rassurée. C'était le genre d'étrangeté agréable, qui lui inspirait le désir de choisir avec soin la prochaine étape. Elle m'a lancé un regard chargé de sens, qui ne nécessitait aucune verbalisation. 2 jours plus tard, Brooke m'a appelé. Notre conversation a eu lieu, alors que j'étais au café de Liam. J'ai décliné son premier appel, mais elle a insisté. Les jours suivants, les parents d'Anna ont rappelé. Le ton était plus doux que les précédents, mais une inquiétude et une désapprobation persistantes persistaient. Elle semblait moins gênée qu'elle ne le laissait paraître, mais je sentais son malaise. Je l'ai consolée, la rassurant sur le fait que leur acceptation progressive était primordiale, tant qu'elle restait ferme dans ses décisions. Elle n'a pas réfléchi un moment à mes paroles, avant de sembler décider si elle devait les croire ou non. Quelques jours plus tard, Brooke m'a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Elle a exprimé directement son inquiétude, car elle avait appris que j'étais avec Anna, et s'est sentie obligée de m'informer des subtilités de la situation. Son ton est resté posé, mais ses paroles étaient tranchantes. J'ai reconnu la complexité de la situation, mais j'ai insisté sur le fait que ce n'était pas à elle de prendre cette décision. Après un long silence, elle a exprimé son espoir que je n'ajouterais pas de complications à sa famille. Je l'ai assuré que je n'en avais aucune intention. De retour chez moi, je cherchais à vivre honnêtement. Liam me glissa un café sans effort, sans me poser de questions. Quel ami il est! Il sait quand s'informer, et quand laisser les choses se calmer. Nous avons évoqué ses ambitions pour un second exutoire, mais je ne pouvais échapper à ses regards furtifs. Comme si on observait quelqu'un naviguer sur un bateau au vent. Le samedi marqua le début d'une épreuve d'un genre nouveau. Anna avait invité une réunion informelle dans son atelier, accueillant une poignée de collègues et d'amis pour célébrer l'achèvement du projet de loft. Des visages familiers, rencontrés lors de séances photos et d'événements, étaient présents, mais beaucoup restèrent des inconnus. La pièce vibrait de chaleur, de rires et d'une musique douce propice à la conversation. À un moment, je me suis surpris à discuter de voyages avec l'un de ces entrepreneurs. Il avait récemment visité le Maroc lorsque soudain les mains d'Anna ont serré les miennes. Elle ne se donnait pas en spectacle.
Elle n'observait pas la foule pour voir qui observait. C'était simplement une manière subtile d'indiquer notre synchronisation au sein d'une même scène. Pendant le reste de la soirée, nous avons circulé entre différents groupes, nous retrouvant parfois. Lorsque le dernier invité était parti, nous sommes restés ensemble sur le seuil, à regarder les feux arrière s'éloigner dans la rue en contrebas. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a admis qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle aspirait à un sentiment de normalité pendant ces heures, loin des ragots et des spéculations. Je l'ai rassurée. C'était peut-être notre nouvelle normalité. Elle a souri, un mélange d'espoir et de prudence dans son expression. La semaine suivante, j'étais absent 3 jours pour une mission dans une charmante ville côtière. Mes journées étaient bien remplies par le travail, mais les nuits étaient paisibles, et la solitude me donnait plus que prévu la nostalgie d'elle. Nous parlions tous les soirs, rien de significatif, juste des détails insignifiants comme nos choix de dîner ou la météo. À mon retour, elle était encore dans mes pensées. Sans prévenir, je suis passé à son atelier. Elle était là, seule, absorbée par l'esquisse de concept pour un nouveau client. L'arôme du café et du bois fraîchement coupé, provenant des échantillons qui ornaient un mur, emplissait la pièce. Son regard a croisé le mien, la surprise laissant place à des émotions plus douces, ce qui a valu le détour. Finalement, nous avons flâné dans son quartier à la faveur de la nuit, nos mains se trouvant. Elle m'a mentionné que Brooke avait envoyé un bref message plus tôt dans la journée. Elle n'a pas réagi à la discussion. Elle m'a discrètement rappelé l'anniversaire prochain d'Anna, espérant qu'elle serait présente. Elle a mentionné son intention de venir et voulait que je sois au courant. Je lui ai dit que je ne m'attendais pas à recevoir d'invitation, mais que je serais là à son retour. La soirée s'est terminée comme on le fait habituellement, discrètement, sans aucune reconnaissance particulière. Un baiser d'adieu à sa porte a laissé la chaleur de sa main dans la mienne, un geste plus accueillant que triste. Au cours des semaines qui ont suivi, la vie n'a pas été un tableau parfait. Il y a eu des moments d'inconfort, comme croiser une vieille connaissance qui nous connaissait, Brooke et moi, ou entendre mon nom prononcé sans conviction en entrant dans une pièce. Cependant, le fossé entre Anna et moi est resté constant. Nous le comblions par de petits gestes, cuisiner ensemble, échanger des playlists, découvrir des recoins inexplorés de la ville, un soir même, assis sur sa véranda au coucher du soleil. Elle m'a confié qu'elle avait cessé de ruminer sur les problèmes potentiels et qu'elle envisageait plutôt les possibilités. Je suis resté silencieux au début, puis je lui ai doucement pris la main. Dans ces moments-là, mieux vaut rester immobile et laisser l'instant se dérouler naturellement. C'est ainsi que nous avons procédé. Non pas à grands pas, mais à pas mesurés, comme si c'était les nôtres. Pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais pas par-dessus mon épaule. Je regardais devant, avec Anna à mes côtés. Merci pour votre soutien indéfectible. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Votre soutien nous est précieux